En 1943, la marine américaine entreprenait une série de tests dont le but était de soustraire les navires alliés à la détection des radars ennemis. Le résultat de ces expériences n'a jamais été divulgué. Le dernier essai qui a mis fin au projet est connu sous le nom de Philadelphia Experiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce brouillard? Eh, venez voir! C'est incroyable! C'est pas vrai! Commandant, excusez-moi. C'était le garde-côte. Ils disent que l'Eldridge a disparu. Oui, il a disparu des écrans radars, heureusement. Non, il a vraiment disparu, monsieur. Pour de vrai. Ça a établi le contact radio avec le commandant de l'Eldridge. C'est impossible, monsieur. Cachalot, ici chien de mer à vous. Cachalot, ici chien de mer à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Transmettez à l'Eldridge, coupez les générateurs, dépêchez-vous! C'est impossible d'établir le contact radio. Continuez, essayez. Cachalot, ici chien de mer à vous. Cachalot, ici chien de mer à vous. Cachalot, ici chien de mer à vous. Mais qu'est-ce que c'est? Laisse-moi couper les chiens! Ça va? Ouais. Sortons d'ici vite! Bonjour à tous. Là, vous venez de voir un petit extrait du film Philadelphia Experiment, réalisé en 1984. Mais bon, je vais surtout vous parler dans cette vidéo du projet Phoenix, qui est exactement la même chose, puisque c'est des black programmes qui sont orientés vers la technologie des voyages dans le temps. Après la Deuxième Guerre mondiale, les autorités américaines se lanceront dans une série de programmes de recherche dont le but était destiné à mettre au point de nouvelles générations d'armes. L'un de ces programmes secrets, projet Phoenix, gravitait autour du développement d'une technologie qui permettait un contrôle mental. Mais inquiet, le Congrès américain préféra stopper ce programme, le programme en question, car il ne voulait pas qu'il soit utilisé, le jugeant beaucoup trop dangereux. Les scientifiques qui travaillaient sur ce projet voulaient, eux, continuer leurs expérimentations, mais sans budget, ils ne pouvaient plus rien faire. Ils décideront alors de prendre contact avec les militaires qui, eux, s'étaient montrés très intéressés à l'idée de pouvoir disposer d'un système d'armes qui leur permettrait de vaincre un ennemi sans devoir tirer un coup de feu. Ils ont alors convenu de poursuivre le projet en secret, sans en informer le Congrès. Pour permettre à cette équipe de scientifiques de continuer les recherches, les militaires mettront à leur disposition une base désaffectée de l'Air Force, qui était située dans l'enceinte de Fort Hero à Montauk, dans l'île de Long Island, dans l'État de New York. Les militaires avaient également accepté de fournir des équipements et du personnel supplémentaire dont le projet avait besoin pour pouvoir procéder à ces expérimentations. Parmi les équipements fournis, il y avait un énorme radar de modèle Sage. C'était un gros modèle très puissant, identique à ceux qu'on retrouve sur les porte-avions. De plus, le système radar Sage utilisé faisait partie d'une installation quasi abandonnée. Les scientifiques pouvaient ainsi l'utiliser sans devoir rendre des comptes à la sécurité nationale. Étant donné que la base et ses installations étaient pour les responsables de la défense nationale officiellement désaffectées. Les scientifiques qui venaient de reprendre le projet Phoenix 1, qui avait été refusé par le Congrès, ont finalement décidé de baptiser leur nouveau projet le projet Phoenix 2. Plus tard, il deviendra le projet Montauk, c'est le nom que nous lui connaissons actuellement. Précisons tout de même que le financement de ce programme Phoenix 2 ne venait pas de l'armée, celle-ci n'avait fourni que les hommes et le matériel. Le financement provenait en fait de sources extérieures, car comme je l'ai dit, le projet lui-même avait été interdit par le Congrès.
Et les scientifiques de Montauk opéraient maintenant de manière secrète et totalement indépendante. Ce qui veut dire que le Congrès n'était pas informé de ce qui se passait dans la base de Montauk. La base de Montauk était fermée depuis 1969 et ne recevait donc plus aucun financement du gouvernement. Donc la question du financement du projet se posait. Les circonstances réelles qui entourent le financement de ce projet Phoenix 2 sont entourées d'un secret presque encore plus grand que le projet lui-même. Oui, les finances, on ne sait pas d'où sont venues les finances qui ont permis aux scientifiques de continuer leurs recherches. La base de Montauk, qui avait été réouverte secrètement, deviendra opérationnelle qu'à partir de l'année 71, même si elle était encore considérée à l'époque comme une base désaffectée par l'armée. Dans ce programme Phoenix 2, était intégré le groupe de scientifiques qui était à l'origine du projet Phoenix 1. Certains membres de l'armée et des employés du gouvernement avaient, entre autres, été mis à la disposition de ces scientifiques. Le personnel était constitué essentiellement de militaires et de techniciens du radarsage de l'Air Force, qui avaient travaillé sur ce système de radar depuis les années 60. Certains de ces militaires avaient signalé aux scientifiques que la lumière générale dans la base avait tendance à changer en fonction de la fréquence et de la durée de l'impulsion du système radar. Donc une information considérée comme assez importante dans le sens où la modification des taux et la largeur de l'impulsion radar induisait chez les membres du personnel affectés dans cette base un changement d'humeur. Intrigués par cet étrange phénomène, les scientifiques, eux, vont se lancer alors dans une série d'expériences dont le but était destiné à rechercher les causes qui stimulèrent ces changements d'humeur. Et ce sont les membres du personnel qui seront utilisés comme cobayes dans ces différentes expériences. Oui, ils n'ont pas beaucoup de respect de l'être humain dans les recherches scientifiques aux États-Unis. Surtout ceux qui travaillent dans les black programmes. Les sujets étaient alors placés à l'intérieur d'une petite pièce de la base et toutes les ondes électromagnétiques qui étaient émises par le radarsage étaient orientées vers cette même pièce, générant ainsi un important rayonnement de micro-ondes et d'ondes radio. Bon, comme vous voyez sur l'image, le radarsage, c'est ça. Donc, comme je viens de le dire, les sujets étaient alors placés à l'intérieur d'une pièce de la base et toutes les ondes électromagnétiques qui étaient émises par le radarsage étaient orientées vers cette même pièce, générant ainsi un important rayonnement de micro-ondes et d'ondes radio. En changeant la fréquence et les impulsions du radar, les scientifiques parvenaient à faire rire nos cobayes humains, à provoquer des cris de colère ou une somnolence. Par la suite, une pièce isolée et plus éloignée sera trouvée pour éviter de contaminer toute la base avec les effets du signal du radarsage. Parce qu'il fallait bien que les scientifiques ne soient pas affectés par ces ondes, donc il fallait les isoler. Maintenant qu'il avait été prouvé que le radarsage pouvait affecter les états émotionnels, l'étape suivante consista à essayer de contrôler la pensée d'une personne, en modifiant le taux d'impulsion et d'amplitude du système radar. Les scientifiques remarquèrent qu'ils pouvaient effectivement contrôler la pensée de quelqu'un. Beaucoup de ces cobayes humains, qui furent bombardés par ces rayonnements de radiation micro-ondes et d'ondes radio, furent littéralement cuits à cause de la puissance des ondes radio utilisées. Cela leur causera de graves lésions internes au niveau des poumons et du cerveau. Et nos scientifiques venaient de comprendre un peu, assez tardivement quand même, que tous ces dommages étaient en fait causés par un rayonnement brûlant. Par la suite, et pour éviter ce genre de désagrément, une technique de rayonnement non brûlant sera finalement mise en place par le côté opposé du réflecteur du radar. Ainsi, les scientifiques avaient décidé d'inverser l'antenne du radar d'environ 180 degrés et de diriger la radiodiffusion du rayonnement brûlant vers le ciel, tout en utilisant les rayonnements non brûlants pour mener à bien leurs essais. Oui. Et à leur grande satisfaction, ils ont fini par découvrir que le rayonnement non brûlant pouvait aussi bien altérer l'humeur et les pensées, et ce sans vraiment blesser physiquement les cobayes humains. Et en 1973, les scientifiques voulaient pousser les expérimentations sur une échelle beaucoup plus grande. Ils voulaient savoir si l'influence de ces ondes radar pouvait modifier la pensée et l'humeur d'un groupe d'hommes. Pour finaliser leurs essais, l'armée américaine décidera de leur fournir certaines de ces unités militaires qui officiellement, bien entendu, étaient affectées temporairement sur cette base pour des exercices de routine. Mais tous ces soldats deviendront malgré eux les cobayes d'une série d'expérimentations qui étaient destinées à combiner des doses de médicaments et de psychotropes avec le rayonnement électromagnétique du radar. Et pour élargir encore plus leur champ de recherche, les scientifiques décideront de faire des essais sur une échelle encore plus grande, en ciblant carrément les habitants qui vivaient à proximité de la base de Montauk. De même que dans les États voisins du New Jersey et de New York et du
Connecticut. Le but de ces essais consistait à construire une base de données indiquant la fréquence d'impulsion du radar et les effets secondaires qu'il causait sur les individus. Avec le temps, les scientifiques finiront par construire un panneau de contrôle qui leur avait permis de diffuser des signaux dont la fréquence était prédéfinie et permettant ainsi des effets de contrôle de l'esprit parfaitement cohérents. C'est-à-dire en fonction de la fréquence, ils pouvaient contrôler l'esprit de la personne. Du moins induire dans l'esprit de cette personne de la somnolence, de la violence. Par la suite, nos scientifiques pouvaient induire des modifications de l'humeur chez les individus en travaillant simplement sur les différentes fréquences d'émission du radar sage. Fiers de leur succès, ils feront des essais sur l'animal et découvriront qu'ils pouvaient aussi influencer ces êtres vivants. Par exemple, en travaillant sur plusieurs fréquences, les scientifiques arrivaient à influer sur les humeurs et comportements des individus qui étaient ciblés par le rayonnement du radar. Il était ainsi possible d'augmenter le taux de criminalité d'une ville, d'induire une certaine violence dans le cerveau de l'individu ciblé. Les scientifiques avaient même élaboré des programmes qui visaient des véhicules propulsés par un moteur, pour le désactiver en le bombardant de rayons, et ainsi mettre hors d'usage l'ensemble de ses fonctions électriques. À ce stade, l'équipe de scientifiques de Montauk avait mis au point une méthode assez fiable pour contrôler la pensée des autres. Par la suite, ils voulurent construire un appareil qui leur permettrait une manipulation à distance d'une cible bien déterminée. Une cible humaine, bien entendu. C'est ainsi que le World Wide ITT Communication Corporation, c'est une société, avait mis au point un dispositif qui permettait une lecture de la pensée. L'élément principal de ce dispositif, c'était un CRE1, c'est-à-dire c'est un superordinateur qui avait la capacité de transformer les données de la mémoire et de la pensée en quelque chose de clair qu'une personne pourrait comprendre. Et au cours du projet Montauk, le personnel de recherche s'était rendu compte que ce dispositif de lecture de l'esprit pouvait facilement être converti pour devenir un dispositif de contrôle de l'esprit. Oui, on avance dans la technologie. Ils réussiront à connecter le dispositif via un périphérique jusqu'à une série d'ordinateurs de bobines électriques et du système de radar sage, créant ainsi un puissant émetteur qui pourrait être utilisé pour influer sur l'esprit d'une personne qui se trouverait à des kilomètres de là. C'est-à-dire on essaie d'influer sur une personne à distance. Ce nouveau dispositif serait entré en vigueur en 1974, relié à un superordinateur de type CRE1 et à un ordinateur IBM 360. Les chercheurs faisaient asseoir une personne psychiquement consciente et ensuite ils essayaient de transmettre sa pensée vers une autre personne qui se trouvait dans les mêmes conditions expérimentales, prête à réceptionner l'information, c'est-à-dire le message, à la société ITT dont je viens de parler, ITT Corporation, qui était située à plusieurs kilomètres de là, dans la ville de Southampton, à Long Island. Après environ une année d'expérimentation et de recherche, les chercheurs disposaient désormais d'un dispositif qui était capable de projeter des pensées d'une personne vers un emplacement éloigné de plusieurs kilomètres. Malheureusement, il existait maintenant un nouveau problème à résoudre, c'était les problèmes temporels. Les problèmes de temps avaient tendance à se produire et à briser les transmissions de pensée entre la base de Montauk et la société ITT, Corporation, qui était située à Southampton. Il y avait un léger problème d'écoulement du temps qui se déréglait en provoquant des ruptures du tissu spatio-temporel de notre réalité. C'était comme si l'écoulement du temps correspondait plus à notre sphère de ne correspondant plus à notre sphère de temps. C'est-à-dire qu'il y avait une différence de temps entre les messages. Lorsque les messages étaient envoyés, il y avait une coupure qui se faisait automatiquement. Ces messages finissaient donc par perturber les transmissions de pensée entre Montauk et Southampton. C'est que l'écoulement du temps était perturbé. Afin de corriger ces problèmes et de traiter les interruptions dans l'écoulement du temps, les chercheurs de Montauk ont dû faire construire une sorte de chaise tout équipée. C'est la fameuse chaise de Montauk, pour ceux qui connaissent l'histoire de la base de Montauk. Cette chaise était reliée à tout un dispositif qui était composé d'une série de bobines Tesla, de cristaux, et le tout relié à un ordinateur, un superordinateur. Après plusieurs alignements et ajustements, la nouvelle chaise était opérationnelle au début des années 1976. Le cow-boy humain qui testera le mieux cette chaise de Montauk, c'était un certain Duncan Cameron. C'était l'un des marins qui participa à l'expérience de Philadelphie en 1943. C'est le marin que vous avez vu sauter du bateau dans l'extrait du film Philadelphie Experiment, puisqu'il a été récupéré et repris pour continuer les expériences
Les scientifiques de Montauk utiliseront beaucoup de cobayes humains, mais celui qui était le plus apte à faire fonctionner le dispositif était sans aucun doute le Duncan Cameron. Il avait pour ainsi dire été programmé depuis l'expérience de Philadelphie qui avait été réalisée le 12 août 1943. Après avoir mis au point cette chaise de Montauk, nos scientifiques voulaient tester quelque chose de nouveau, tenter la création d'objets solides par le seul pouvoir de la pensée. L'idée consistait à faire visualiser dans l'esprit de Duncan un objet particulier, et ensuite, grâce à la projection de pensée, combinée à la puissance électromagnétique provenant du radar, il devait être possible de le matérialiser quelque part dans la base. Ce processus n'était pas sûr à 100%, parce que certains objets n'apparaissaient pas et d'autres disparaissaient dès que le radar était coupé. Mais si on lui donnait une puissance suffisante, Duncan pouvait créer des objets permanents. La taille et le type d'objet semblaient seulement n'être limités que par son imagination, et on dit qu'il aurait réussi à matérialiser des bâtiments entiers au cours de certaines de ses expériences. Après le succès des expériences de création d'objets, les chercheurs de Montauk ont commencé à intensifier leurs tests en essayant la manipulation de l'esprit humain directement. Les premières expériences de cette fonction appliquaient la théorie de ce qu'on appelait voir par les yeux de quelqu'un d'autre. Et pour appliquer ce protocole, Duncan recevait une mèche de cheveux appartenant à une autre personne, et ensuite les scientifiques lui demandaient de se brancher dessus. Il pouvait alors voir et entendre tout ce que cette personne pouvait voir et entendre, et cela malgré la distance qui les séparait. Après cela, les tests avaient été poussés un peu plus loin. Au lieu de regarder tout simplement par les yeux et les oreilles d'un autre, Duncan devait tenter d'influencer réellement ce que la personne pouvait penser et faire. Et en se concentrant par la pensée, Duncan pouvait même influencer l'esprit de quelqu'un d'autre, en lui faisant faire ce qu'il voulait, à distance, bien entendu. D'autres expériences auraient montré que de grands groupes de plus de 2 personnes, et aussi les animaux, pouvaient être affectés par le système développé à Montauk. Avec le temps, on a découvert que l'esprit d'une personne pouvait être contrôlé à distance. Assis sur sa chaise de Montauk, le cobaye Duncan était capable de perturber à distance les appareils électriques, voire provoquer des courts-circuits, ou rendre inutilisables d'autres appareils. Duncan était en mesure de déplacer des objets, de briser des fenêtres et de transformer des salles entières en un tas de débris. Les expériences avec la projection de la pensée au début de 1979 avaient révélé un autre effet secondaire assez intéressant. À plusieurs reprises, les pensées de ce Duncan, qui se trouvait projeté par l'émetteur radar, étaient soudainement coupées. Au début, les scientifiques pensaient à un mauvais fonctionnement, jusqu'à ce qu'ils remarquent que beaucoup de choses que Duncan avait tenté de projeter ne s'affichaient que plusieurs heures plus tard, voire quelquefois un vent. Apparemment, Duncan était capable d'altérer l'écoulement du temps. Après avoir découvert ce mystère de l'altération du temps, les scientifiques essaieront d'en comprendre le fonctionnement. Ils rechercheront alors le moyen d'amplifier le phénomène. Et pour mieux maîtriser cet écoulement du temps, les chercheurs vont avoir l'ingénieuse idée d'installer une étrange antenne appelée l'antenne delta T. L'antenne delta T, qui mesurait 50 mètres sur 30 mètres, avait été placée dans une chambre souterraine énorme, creusée sous la base de Montauk. Cette chambre se trouvait à environ 100 mètres sous terre. Et la chaise de Montauk, elle, était placée au-dessus de cette immense antenne delta. Tout ça, ça faisait partie d'un circuit qui permettait à ce Duncan Cameron de matérialiser des objets et par la suite d'ouvrir des vortex. Après l'installation de la nouvelle antenne qui avait eu lieu de 1979 à 1980 et l'installation du nouvel équipement scientifique, nos fameux chercheurs remarqueront assez rapidement que Duncan avait un contrôle total sur le flux du temps. Il pouvait ouvrir des portails temporels à n'importe quel moment en se concentrant sur une date bien précise. Ces portails ressemblaient à de larges spirales. Donc ces portails ressemblaient à de larges spirales ou des tourbillons, comme vous voyez là sur l'antenne. L'image que vous voyez, elle est tirée du film Au cœur du temps, puisque cette série télévisée n'a fait que reprendre les fameuses expériences de Montauk, mais on nous a présenté ça dans une version fantastique. Alors qu'en réalité, on évoquait les fameuses expériences qui avaient été réalisées dans la base de Montauk. À l'intérieur du portail se trouvait un tunnel avec de la lumière au bout. On pouvait regarder à travers un portail pour voir un portail ou une fenêtre plus petite de l'autre côté. Et en traversant le tunnel, une personne pouvait relier un autre tunnel. Les tunnels n'étaient pas toujours tout droits. Parfois, des pannes d'électricité entraînaient la disparition des tunnels avec la perte de quelqu'un à l'intérieur, bien entendu.
Cette personne était perdue quelque part dans le temps avec aucun moyen de retour. Bon, au début, les portails créés n'étaient pas stables, hein. Ils pouvaient se dématérialiser dès que le cobaye Duncan n'y pensait plus, hein, ou que le dispositif s'éteignait. Car l'ouverture de tous ces portails n'était rendue possible que grâce à la puissance de concentration de ce cobaye Duncan. Ben, il faudra attendre 1981 pour pouvoir calibrer l'équipement et former Duncan pour maintenir le portail parfaitement stable. Quand je dis le portail, je parle des portails, hein, parce qu'il en a ouvert plusieurs, hein. Et quand les chercheurs avaient réussi à stabiliser et verrouiller avec succès les portes du temps, hein, créées par Duncan, hein, la nature du projet avait encore changé, hein, puisque la quasi-totalité du personnel avait été remplacée, hein. Ça, c'est une décision faite par les autorités militaires, hein, bien entendu. Une nouvelle équipe de personnes et de scientifiques et de techniciens sera finalement intégrée à ce nouveau projet, appelé désormais le projet Phénix 3. Bah, le projet Phénix 3 avait été rebaptisé, hein, du moins le projet Phénix 2 avait été rebaptisé Phénix 3 hein, de 1981 à 83. Hein. L'objectif du projet était désormais d'explorer le temps lui-même, hein, car là les militaires voulaient vraiment se servir de ce système pour commencer à essayer de modifier l'histoire. Et oui. Et afin d'explorer ce qui existe au-delà des tunnels, hein, les chercheurs de Montauk enlevaient régulièrement un grand nombre de sans-abri, hein. Ces sans-abri passaient un certain temps dans la base, une semaine environ, on les préparait pour le voyage, hein, et surtout pour les envoyer ensuite vers l'inconnu, hein. S'ils revenaient, ils devaient faire un rapport complet, hein. Bah, malheureusement, beaucoup d'entre eux n'en reviendront jamais, hein, et resteront perdus dans le temps, hein. Le projet Montauk a finalement été arrêté le 12 août 1983. Hein. Quand je dis arrêté entre parenthèses, hein, l'équipement était déplacé vers d'autres bases. À cette date, un portail temporel avait été ouvert, celui qui reliait la base de Montauk avec le bateau expérimental de l'USS Eldridge. En effet, le tunnel d'hyperespace qui s'était ouvert lors de l'expérience de Philadelphie réalisée en 1943, hein, s'était connecté à la base de Montauk où se déroulait une autre expérience de la visibilité. Le petit extrait que vous venez de voir sur Philadelphia Experiment raconte cette histoire, hein. Il raconte l'expérience qui a été faite autour du bateau et celle qui avait été faite dans la base de Montauk. Ces deux expériences se sont reliées en formant un tunnel d'hyperespace, un pont Einstein-Rosen, plus communément appelé trou de verre. Et en sortant du bateau, les deux marins ont en fait voyagé dans le temps à travers ce tunnel. De 1943, ils se sont retrouvés en 1983 au milieu de la base de Montauk. Bah, le tunnel d'hyperespace créé pendant ces deux expériences, distantes d'une quarantaine d'années, ne cessait de prendre de l'ampleur. Ça devenait catastrophique, donc pour couper la connexion entre les deux expériences, hein, il fallait retourner sur le bateau et y couper les générateurs qui alimentaient en énergie le vortex spatio-temporel. Bah, grâce à la totale maîtrise du temps, les scientifiques de Montauk avaient réussi à ouvrir un tunnel conduisant vers le bateau Eldridge, l'USS Eldridge. C'était le fameux bateau expérimental, hein, de 1943. Hein. Et ils y ont envoyé les deux marins qui se retrouveront sur le bateau, hein, 40 ans en arrière. Hein. Et ils avaient reçu l'ordre de détruire les générateurs du bateau, hein, ce qui coupa logiquement le champ électromagnétique, hein, qui alimentait le vortex et le tunnel d'hyperespace. Hein. Parce que c'est à cause des générateurs qui se trouvaient sur le bateau que le tunnel ne pouvait pas être coupé. Mais plusieurs membres du projet étaient devenus de plus en plus mal à l'aise à cause des objectifs et des dessins que souhaitaient les responsables du projet. Hein. Avec la possibilité d'interagir avec le temps et l'espace, hein, ils pourraient modifier l'histoire actuelle, hein, ou provoquer d'autres changements ou des effets irrémédiables. Ils n'avaient pas tort. Al Bielek et Duncan Cameron furent alors envoyés en urgence en 1943 pour détruire l'équipement du navire et arrêter la connexion avec l'expérience d'il y a 40 ans. Mais il y a bien pire, hein, par la suite. Hein. Bon, là, vous venez d'avoir un bref résumé des expériences qui se sont déroulées dans la base de Montauk, hein, qui, comme vous le savez maintenant, était la résultante de l'expérience de Philadelphie. Hein. Et par la suite, comme je l'ai dit, l'équipe de scientifiques avait été remplacée par les militaires parce que les militaires désormais souhaitaient modifier certains pans de l'histoire de l'humanité.
Ils ont commencé à envoyer des missions dans le temps pour essayer de rectifier l'histoire du monde. Le problème, c'est qu'ils se sont vite rendus compte que dans beaucoup de cas, ils ne modifiaient pas l'histoire, hein. Ils créaient des réalités alternées, c'est-à-dire ils donnaient naissance à d'autres mondes où leurs programmes et leurs scénarios se réalisaient. Par contre, sur Terre, rien ne changeait. Donc, à force de créer des réalités alternées, ils ont fini par comprendre qu'il fallait arrêter parce qu'ils ne pouvaient pas. Parce qu'eux, ils n'ont pas compris pour quelle raison ils ont réussi à se connecter sur la même ligne de temps avec l'expérience de Philadelphie et celle de Montauk. Bah, ça, il faut comprendre que c'était un programme qui devait être ordonné par des puissances, par des puissances invisibles. Donc ces forces savaient très bien que les militaires américains, en découvrant ce système des portails temporels, voudraient à tout prix modifier l'histoire du monde, comme par exemple empêcher la révolution russe, ou empêcher l'arrivée, ou même voir tuer certains messies, hein. Puisqu'ils ont fait des essais, hein, pour essayer de stopper l'émergence des religions. Et à chaque fois, ça ne marchait pas. Bah, par la suite, ils ont commencé à recevoir la visite de personnes qui leur expliquaient que en se connectant et en ouvrant des vortex, ils créaient trop de réalités alternées, ce qui allait provoquer des gros problèmes. Et parmi ces gens qui venaient les voir, certains venaient leur expliquer qu'en réalité, tout ce qu'ils font, ils sont surveillés. Donc ce qu'ils veulent faire, ça ne sert à rien parce que ceux qui les surveillent vont rectifier, vont corriger ce qu'ils auront provoqué. Parce que bon, faut l'avouer, dans certains cas, ils peuvent réellement arriver dans notre ligne temporelle. Il faut trouver les fréquences. Mais là aussi, lorsqu'ils arrivent sur notre ligne temporelle, ils constateront, surtout les gens qu'ils envoient, constateront qu'ils sont surveillés. Il y a quelque chose qui les surveille, donc ils ne peuvent pas vraiment agir. Et là, tout à l'heure, j'ai parlé des sans-abri qui étaient attrapés dans les rues de New York pour être envoyés dans ce tunnel, hein. Par la suite, ils vont se servir de jeunes enfants qui, eux, vont aller recruter des enfants dans les rues de New York, hein. Et ensuite, ils vont commencer à travailler sur des enfants. Pour les enfants, ils vont les projeter dans le futur. On les projeter dans le futur et en revenant, ils leur ont demandé de faire des rapports. Mais pourquoi ça n'a pas été officialisé, toutes ces informations? Bah, comme je le dis souvent dans mes vidéos, nous allons voir la visite d'un grand monarque dans quelques temps. Et tout est déjà programmé à l'avance et ceux qui travaillent sur ces expériences ont probablement reçu l'ordre de ne rien divulguer par des puissances. C'est exactement la même chose pour nos visiteurs extraterrestres. Ils ont reçu l'ordre de ne pas divulguer trop d'informations sur le futur. Et c'est interdit, je pense qu'il doit provenir de notre grand monarque qui, dans le futur, lui, il va connaître toutes ces choses, hein. Puisque, comme j'ai dit, il va entrer en connexion avec, il va entrer en contact avec nos visiteurs extraterrestres. Du moins, c'est eux qui vont venir à sa rencontre. Puisque probablement que dès son enfance, une réunion sera organisée, hein. On va les faire venir, ces visiteurs extraterrestres. Mais bon, ce monarque sera très très jeune. Et probablement qu'on va dire qu'en grandissant, cette personne va commencer à développer une certaine intelligence qui va lui permettre d'écrire des ouvrages. Et comme on est à une époque où on peut voir le futur, ils ont dû voir les pochettes de ces ouvrages et on leur a expliqué que lorsque vous trouverez ce genre d'ouvrage dans un salon, vous saurez que c'est cette personne qui a commencé à écrire. Et c'est grâce à cela que les visiteurs extraterrestres rentreront en contact avec ce grand monarque. Mais ça, bon, je ne sais pas dans combien de temps. Bon, j'en ai fini dans cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.